Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Frédéric Thomas et nous allons faire une intervention de chercheur à l'IRD, historien des sciences pour aller très vite. Et nous allons faire une présentation commune avec Julie Labattu, donc INRAE, je te laisse te présenter, Julie, peut-être. Oui, chercheuse en sciences de gestion entre le LISIS à Marne-la-Vallée et l'UMR Gabi à Julian-Josas. Voilà. Quant à moi, je suis à Montpellier dans l'UMR Sens. Donc nous sommes spécialistes tous les deux de deux comportements, deux compartiments pardon, des ressources génétiques. Je me connais mieux en ressources végétales et Julie en ressources génétiques animales. Et je ne sais plus par quelles circonstances nos pas se sont croisés, mais on a d'emblée compris qu'il serait très intéressant de croiser nos compétences mutuelles sur ces deux compartiments des ressources génétiques. Tout simplement parce que nous sommes rapidement aperçus que leur mode de gestion était très différent et qu'une comparaison pouvait nourrir les uns et les autres, et particulièrement les expériences de la gestion locale et communautaire, pourrait-on dire, des ressources génétiques animales, des races animales par les communautés rurales, peuvent apporter beaucoup d'éclairage à la gestion des ressources génétiques végétales qui fonctionnent sur un tout autre régime juridique. Donc voilà, donc Dominique le signalait, on a notamment, alors, tiens, ça ne tourne pas les diapositives, ça c'est toujours... Oui, c'est bon cette fois-ci? C'est bon. On a donc, dans un premier temps, fait cette communication dans une grosse conférence internationale organisée par l'AFD, l'Agence française du développement, sur les communs dans les pays du Sud. Et ensuite, cette communication a donné lieu à cette publication dont vous avez les références sous les yeux, publiée en 2018 dans la revue Études rurales. Voilà pour le petit historique de cette rencontre. Moi, en fait, ce qui m'intéressait beaucoup dans la rencontre avec Julie, c'est que je travaillais depuis pas mal d'années sur la question des commons. Alors, je ne suis pas sûr que la notion de commons soit très familière pour chacun d'entre vous. Disons que la référence classique, quand on parle des commons, la théorie des commons renvoie à Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie, qui, pour dire les choses très 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 rapidement, a considéré que entre la propriété de l'État et la propriété privée, il y avait une troisième forme de propriété collective dans laquelle des ressources communes sont gérées collectivement par des communautés utilisatrices de ces ressources. Et contre vieil article de Garrett Hardin qui disait que les ressources gérées collectivement étaient vouées à la surexploitation et donc à l'extinction. Euh, Ostrom et tous les chercheurs, les économistes qui ont travaillé avec elle dans l'école de Bloomington ont contraire à montrer que la gestion collective de ressources communes, en fonction de la nature de la ressource, en fonction de tout un tas de paramètres que je n'ai pas le temps de vous décrire, pourrait être beaucoup plus optimum qu'une gestion privée ou qu'une gestion étatique. Et donc, partant de ce cadre, beaucoup d'entre nous se sont intéressés à se demander si les ressources génétiques, qui sont effectivement des ressources collectives, pouvaient être objet de montage institutionnel, donc de commons, pour reprendre le vocabulaire de Ostrom, c'est-à-dire d'institutions veillant à une gestion durable de ces ressources et une gestion distribuée entre les utilisateurs. Et bon, je dois dire que un certain nombre d'auteurs considèrent que oui, les ressources génétiques sont des commons, mais généralement, ils prennent pas mal de liberté avec la stricte orthodoxie orstromienne. Et Gilles Allaire, avec qui nous avons également coécrit, pardonnez-moi, j'ai oublié de signaler Gilles, avec qui nous avons coécrit cet article, avait beaucoup travaillé un peu plus en amont cette question pour dire, oui, attention, la définition Ostrom, pardon, des commons est très stricte. Il y a des systèmes qui sont plus larges, plus complexes. Et donc, Gilles avait préféré aussi parler de systèmes complexes de ressources communes, de ressources collectives. Et donc, voilà, on a des discussions là-dessus assez longues, assez complexes et très, très intéressantes sur lesquelles on a réfléchi ensemble. Et moi, ce que j'ai appris grâce à Julie, c'est qu'en fait, les gestions des ressources, les races animales particulièrement,
pouvait être très inspirante pour la gestion de variétés locales, notamment dans les pays du Sud, où ces formes d'organisation collective existent, mais de façon assez informelle, et elles ont besoin effectivement d'être peut-être plus institutionnalisées pour être plus efficaces. Voilà la présentation. Julie, tu veux rajouter autre chose sur cette Non, non, production? c'est parfait. Parfait. Bon, peut-être pas, mais l'essentiel est dit, je crois. Alors, la première chose qu'on voulait souligner par cette première diapositive, c'est que les ressources génétiques végétales et les variétés végétales et les ressources génétiques animales et les races animales font l'objet de régimes d'accès et d'appropriation très, très différents. Et ces deux images avec cette vieux poster du semencier close qui embrasse ses fleurs, est aussi une façon de bien souligner qu'on ne possède pas une variété de fleurs comme on possède une race animale. Et attendez, j'ai un petit problème de passage des diapos, c'est bon. La première grande différence que l'on a soulignée dans notre rencontre, c'est que les ressources génétiques végétales ont vraiment longtemps, et je n'ai pas le temps de vous en faire l'historique, vécu sur un régime de libre accès aux ressources génétiques végétales. Et ce, à différentes échelles. D'abord parce que, enfin, c'est pas le premier élément historique, mais disons que le type de propriété intellectuelle des pays droit de propriété intellectuelle qui reposaient sur des innovations végétales, notamment l'UPOV pour la plupart des pays aujourd'hui. Donc l'UPOV, c'est l'Union pour la protection des obtentions végétales. C'est une convention internationale d'origine, initiative diplomatique française, puis ça devient un club européen, puis c'est devenu à la faveur de l'OMC, vraiment une organisation mondiale relié à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, eh bien, ce type de droit de propriété intellectuelle était vraiment sui generis parce que qui est détenteur d'un certificat d'obtention végétale dans le cadre de l'UPOV détient, si vous voulez, la variété décrite par son phénotype et donc ses principaux caractères phénotypiques, mais les ressources génétiques qui sont contenues dans cette variété restent en libre accès. Donc du point de vue de la propriété intellectuelle, on a du libre accès. Du point de vue des relations internationales, on a également du libre accès, c'est-à-dire que pendant très longtemps, c'est des choses qui ont changé, mais on y reviendra, pendant très longtemps, dans les relations entre les États, et c'est un héritage sans doute de la période coloniale, on a considéré que les ressources génétiques étaient un patrimoine commun de l'humanité, c'est-à-dire que pour avoir accès aux ressources génétiques d'un pays étranger, finalement, les sélectionneurs, les généticiens n'avaient pas d'autre protocole que d'avoir des relations avec leur pairs de ces pays et d'échanger des ressources sans qu'aucune souveraineté nationale ne pèse sur ces ressources. Et ça s'était concrétisé en 1983 par l'engagement international de la FAO. Donc, et le dernier niveau important, c'est que quand on regarde les régimes semenciers, les régimes de protection intellectuelle à l'échelle nationale, eh bien, quasiment systématiquement, pendant très longtemps en tout cas, et c'est encore le cas très largement, les ressources génétiques sont en droit national considérées comme du domaine public, c'est-à-dire des ressources libres de droit, permettant effectivement aux sélectionneurs, aux généticiens de puiser dedans librement. Et donc, c'est ces trois éléments, je dirais, qui ont fortement contribué dans le cas des ressources génétiques végétales à ce que moi je nomme un effacement des communs, ou peut-être en amont des communs, puisque je vous ai déjà dit que c'était déjà une forme institutionnalisée de gestion collective de la ressource, en tout cas un effacement des droits des communautés locales sur les variétés qu'elles cultivaient. Et on pourrait en reparler dans la construction de tous les grands centres internationaux de ressources génétiques, où on voit que l'accès du champ de l'agriculteur vers une collection internationale est bien oblitère le droit de la communauté systématiquement pendant une très très longue période. Julie. Oui, alors dans le cas des ressources génétiques animales, ces ressources-là n'ont pas connu les mêmes régimes nationaux et internationaux. On n'a pas l'UPOV, il n'y a pas d'engagement international de la FAO même si la FAO travaille beaucoup sur ces ressources-là, mais il n'y a pas d'engagement au niveau du droit.
Et leur gestion, en fait, au niveau du droit, comme leur gestion pratique, elle est beaucoup plus locale et polycentrique. Et donc, dans le cas des races bovines, par exemple, il n'y a pas de propriété privée de lignée. Alors, il y a des lignées dans le cas des poulets, par exemple, où là, les systèmes de propriété se rapprochent un peu plus des ressources génétiques végétales. Mais dans le cas des ruminants, en fait, chaque race est gérée comme une propriété commune. Si tu peux avancer, Frédéric. Ah, pardon. Ouais. Voilà, donc chaque race est gérée comme une propriété commune, des éleveurs et des sélectionneurs, ou d'ailleurs dans le cas des bovins comme des ovins, les éleveurs et les sélectionneurs, en fait, c'est les mêmes, même si tous les éleveurs ne sont pas des sélectionneurs, mais en tout cas les sélectionneurs sont des éleveurs qui s'organisent collectivement pour définir les caractères de la race, pour les maintenir en sélection tout en évitant les dérives, notamment liées au risque de consanguinité, quand il y a par exemple surexploitation de certains reproducteurs par rapport à d'autres. Et donc ces actions collectives, elles ont construit donc la race animale comme une ressource commune, et elles sont à la base de ce qu'on a appelé dans cette contribution l'institutionnalisation de communs. Euh, et donc, ce qu'il faut bien saisir, c'est que c'est parce que la valeur d'une race n'est pas seulement conditionnée par les performances actuelles de cette race, mais aussi par en fait, son potentiel évolutif, son potentiel pour l'avenir, pour le fait de reconduire les activités d'élevage. Et ce potentiel, il repose sur le maintien d'une relative diversité génétique de l'ensemble de la population. Donc, c'est de ce fait-là que chaque éleveur, finalement, ne peut pas faire individuellement tout ce qu'il veut et qu'il a intérêt à jouer collectif, quoi. Non. Euh, ouais, vas-y, à toi. Ouais. Ouais, alors ce que vient de dire Julie, ah oui, pardon, excuse-moi, Pas grave. l'utilisation du commun. Ce que vient de dire Julie montre bien finalement que la ressource génétique animale, elle est perçue par les producteurs collectivement comme un bien rival. Et ça nous renvoie strictement à l'orthodoxie de la théorie de commun chez Ostrom. C'est que quels sont le type de biens qui font l'objet d'institutions type commun? Eh bien, ce sont précisément les types de biens qui sont rivaux, c'est-à-dire il y a une compétition entre les utilisateurs. Utiliser ce type de bien peut en diminuer la valeur, notamment, mais qui sont difficilement appropriables, difficilement excluables, pour reprendre la matrice de Samuelson sur laquelle on pourra reparler. Alors qu'au contraire, euh, on voit bien dans l'histoire des ressources génétiques végétales, et ça c'est lié bien entendu je dirais, à quelque chose de statistique, c'est-à-dire que la taille d'une race animale est bien plus petite que la taille d'une variété végétale. La variété végétale en soi n'est pas perçue comme un bien non rival, c'est-à-dire que quelle que soit la façon dont un utilisateur d'une variété l'utilise, il ne risque pas forcément de la mettre en péril, ou en tout cas de mettre l'identité de la variété en péril. Ça a été considéré comme ça pendant longtemps, même si c'est précisément ce qui est en train de changer. C'est cette nature de la non-rivalité de la ressource génétique qui a longtemps fait qu'elle est restée en libre accès, qui fait que pendant longtemps, c'est considéré comme un bien rival. Oui. Donc, ça, en tout cas, ça ne veut pas dire que que l'État est absent de la gouvernance des ressources génétiques animales, hein. C'est pas que de la gouvernance locale par des groupes d'éleveurs. Et notamment, l'État a joué un rôle important dans la mise en place d'une loi, par exemple en 1966, dans l'objectif général d'améliorer le cheptel national, et a créé, pour se faire, à institutionnaliser ces groupes d'éleveurs en UPRA à l'époque, les Unions pour la promotion et la sélection des races, et à cadrer le fait qu'il ne pouvait y avoir qu'une UPRA par race, et donc un dispositif de gouvernance par race. Et donc les éleveurs devaient se mettre d'accord dans ce dispositif sur les orientations à donner à la race, quoi. Et donc l'État a aussi organisé ensuite tout un système de contrôle de performance et de contrôle de l'insémination artificielle, et donc de circulation des ressources génétiques, dans le but d'améliorer l'ensemble du cheptel français.
Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, voilà. Et donc, donc l'État, dans ce cas-là, dans le cas des ressources génétiques animales, c'était un acteur central de l'institutionnalisation du commun, donc au travers de cette vision du progrès génétique. Et donc, donc au-delà d'avoir juste des communs, en fait, ça montre plus que Gilles Allaire, notamment, a développé comme étant un système complexe de ressources communes où on a ces différents niveaux interconnectés de gouvernance entre le rôle de l'État, très lié au rôle des associations d'éleveurs. Alors, Voilà. j'ajouterais à cette idée de le système complexe de ressources communes qu'on peut le tirer un petit peu également du côté des ressources végétales. En tout cas, c'est aussi le résultat de la rencontre de nos travaux. C'est-à-dire que, comme Julie vient de le dire, l'UPRA, c'est pas seulement une entente collective entre des utilisateurs d'une race animale, c'est aussi la puissance publique comment dire, qui secondent leur action, qui renforcent leur action en l'institutionnalisation au niveau de la loi. Et donc, c'est un fonctionnement communauté d'utilisateurs, État. Alors que dans le cas des ressources végétales, on a dit qu'il y avait un très fort effacement des communautés locales. Mais néanmoins, ce que je voulais dire à partir de ces exemples des UPRA, c'est que quand même, ce que réussit à faire le régime du libre accès, c'est de relativement bien articuler l'ensemble des utilisateurs des ressources génétiques à partir du moment où, grâce au régime de libre accès que j'ai décrit rapidement juste avant, l'accès et la circulation des ressources est à peu près acquise pour tout type d'utilisateurs. À partir du moment où, avec le système UPOV, l'appropriation de l'innovation par les sélectionneurs n'empêche pas la circulation des ressources génétiques. Et j'ajouterais que du côté du droit des agriculteurs à utiliser les semences, des variétés, même les variétés protégées par COV, pendant très longtemps, de 1961 en tout cas jusqu'à 1991, cette liberté d'utiliser une partie de la récolte comme semence de l'année suivante a été assurée par ce régime. Et donc, en quoi on peut tirer cette notion de système complexe de ressources communes et, vers le régime de libre accès aux ressources végétales pendant une certaine période historique? Eh bien, tout simplement parce qu'on constate quand même que l'ensemble des acteurs de ces filières semences et variétés s'entendaient à peu près cordialement sans que ce soit, comment dire, très contesté, en crise et en jeu de lutte. Ce qui a peu à peu changé au cours des années 90, et ça nous amène à notre deuxième partie, l'arrivée des biotechnologies. Alors oui, pardon, on voulait insister aussi avec Julie sur le fait que les deux régimes insistent sur deux formes d'appropriation. Les ressources génétiques végétales, on voit que les formes d'appropriation privilégiées, c'est l'appropriation publique et privée, alors que du côté animal, Julie, on constate plutôt des formes d'appropriation publique et collective, et peu privée, en tout cas dans toute une période. Et alors, justement, c'est ce qui change avec l'arrivée des biotechnologies et un début de ce que l'on pourrait appeler la privatisation de des ressources génétiques avec l'apparition des biotechnologies. Donc, je commence très rapidement par les ressources génétiques végétales. Pour revenir sur l'UPOV, ce qui est la propriété détenue par le sélectionneur, l'obtenteur de nouvelles variétés grâce à un certificat d'obtention végétale, c'est la plante entière décrite par son phénotype et expérimentée par des évaluations selon des critères DHS, de distinction, d'homogénéité, de stabilité. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissez déjà très bien cela, je n'insiste pas. Dans le cas des brevets, un brevet, alors l'histoire des brevets sur les plantes, je ne vais pas la faire ici, ce serait trop long, mais retenez simplement que finalement, petit à petit, à partir du milieu des années 80, 85, un premier brevet de Pioneer sur une variété de maïs. Depuis, les brevets peuvent porter sur tout un tas d'entités, d'ontologies. Alors, il y a des brevets de procédés, il y a des brevets de produits, c'est-à-dire des événements, un empilement de séquences d'ADN venus d'organismes aliens vers des organismes autres, ce qu'on appelle un événement. Je vous ai mis ici le mont 810. Mais dans toutes les lois et régimes de propriété intellectuelle brevets aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, au Japon et un peu partout dans le monde,
est reconnu que les gènes isolés de leur environnement sont désormais brevetables. On peut encore breveter parmi l'immense machines et matériels des biotechnologies, des vecteurs, des promoteurs, tout ça, ça peut être breveté. Et puis, il faut souligner aussi que dans la plupart des règlements, et je pense à la directive 98-44 européenne, c'est que le trait breveté, l'événement ou un gène isolé breveté, à partir du moment où il s'exprime dans un organisme hôte, c'est l'organisme hôte qui devient la propriété du détenteur du brevet. Donc, les plantes entières contenant des brevets, contenant un événement, sont également la propriété du détenteur du brevet. Alors, la différence, donc, on l'a dit, c'est que dans le cas de l'UPOV, les ressources génétiques restent en libre accès, alors que dans le cas des brevets de plantes, l'accès aux ressources génétiques devient beaucoup plus limité, beaucoup plus bloqué, tout simplement parce que pour utiliser une plante brevetée, il faut négocier une licence d'utilisation, même pour la recherche et encore plus pour la sélection, avec le détenteur du brevet. Donc, le brevet bloque l'accès à la ressource génétique. Et donc, c'est là qu'on aboutit à un élément essentiel qui est la crise du libre accès. Crise du libre accès qui fait que on s'aperçoit que cette construction du libre accès à la ressource génétique végétale qui a mis un siècle à s'imposer dans les pratiques des scientifiques, dans les législations, etc., aujourd'hui pose un problème éthique, et un problème éthique à multiples échelles. Une des échelles, c'est que, par exemple, les détenteurs de COV, pour avoir accès à des variétés brevetées, doivent négocier des droits de licence avec le breveté, alors qu'inversement, une grosse firme multinationale qui dépose plein de brevets sur tout un tas d'espèces de grandes cultures, a accès librement aux ressources génétiques protégées par des COV, sans rien devoir négocier avec les compagnies de sélection. Injustice aussi, puisque contrairement à ce que je vous disais du régime UPOV, vous le savez, les agriculteurs n'ont plus le droit du tout d'utiliser une partie de leur récolte sur les plantes brevetées, et puis plus généralement une inquiétude sur la privatisation que cela entraîne. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que de plus en plus, on parle dans les milieux militants de double protection, c'est-à-dire que de plus en plus, les plantes qui vont être mises sur le marché, et c'est déjà le cas, ce sont des plantes qui sont à la fois distinctes, homogènes, stables, protégées par des certificats d'obtention végétale ou leur équivalent, et en même temps possédant des traits brevetés pour telle résistance à des maladies, à la sécheresse, etc. Donc, il y a une double protection, et dans ce cas-là, c'est le troisième élément de la crise du libre accès. La question qui se pose, c'est quel droit s'applique en termes d'accès aux ressources génétiques de ces plantes, à la fois protégées par COV et par brevet. Est-ce l'accès relativement libre, notamment pour la recherche et la sélection du droit UPOV, ou est-ce que c'est le droit du brevet qui s'impose? Alors, en Europe, des solutions ont été trouvées, notamment parce que on est un pays où il y a beaucoup de firmes, de petites firmes familiales, nationales en amélioration des plantes, et où les pouvoirs publics donc ont essayé de venir au secours du brevet, de l'UPOV contre l'exclusivisme des brevets. Et donc, il y a eu tout un tas de réflexions qui ont été initiées. Je note ici notamment la publication, la documentation française par le HCB d'un livre auquel j'ai pas mal participé, Biotechnologie végétale et propriété industrielle, et où l'une des idées de ce livre, c'est de dire il faut absolument imposer le régime d'accès aux ressources génétiques du droit de UPOV aux plantes protégées par brevet, et ce qui a été acté dans un certain nombre de pays européens, puis au niveau de l'Union européenne. Mais ce que je voulais dire, et je passe tout de suite la parole à Julie, c'est que finalement, et en m'appuyant pour cela sur cet ouvrage de Marie-Angèle Hermite, c'est que malgré ces tentatives pour résister à l'exclusivisme des brevets, eh bien, on peut dire qu'à l'échelle mondiale, le pessimisme est de bonne aloi, parce que si vous lisez cet ouvrage, vous verrez effectivement que l'auteur ne donne pas cher de l'avenir d'un régime comme l'UPOV par rapport au régime d'appropriation plus exclusif qu'est le brevet. Julie? Oui.
Là, tu peux passer la diapo suivante, Pardon. du coup. Ouais. Donc, ce qu'on voulait mettre en parallèle aussi, c'est les évolutions autour des communs dans le cas des ressources génétiques animales, puisque là aussi, depuis 10-15 ans, on voit une forme de mouvement d'appropriation de certains des communs concernant les ressources génétiques animales. Donc, ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment distingué, c'est qu'il y a les ressources génétiques, les communs autour des ressources génétiques, mais autour des ressources génétiques, il y a aussi les ressources informationnelles et puis les ressources technologiques, et qu'en fait, les régimes de droit de propriété, ils concernent au moins ces trois catégories de ressources quand on s'intéresse globalement aux activités de sélection, quoi. Et donc, jusqu'à 2009, le système était très coopératif en sélection animale parce qu'il reposait sur un processus long et coûteux de testage sur descendance qui faisait que les animaux, enfin, un taureau devait être testé sur un grand nombre de femelles, engendrer une descendance, et cette descendance devait être évaluée, donc arriver à production. Et donc, tout ça coûtait extrêmement cher et était long. Et donc, ça favorisait le fait de devoir mutualiser les coûts et d'avoir un système relativement coopératif. Mais à partir de 2009, j'avance assez vite, vu il ne reste plus beaucoup de temps, mais en 2009 est apparue une technologie donc qui est l'évaluation génomique, qui a permis d'évaluer instantanément la valeur génétique des taureaux, par exemple, enfin, n'importe quel animal, enfin, que ce soit les mâles ou les femelles d'ailleurs, chez les bovins en tout cas. Et aussi d'autres technologies comme le sexage de la semence qui se sont développées. Et en fait, ces différentes technologies sont basées en partie sur des brevets ou reposent sur des acteurs privés, de nouveaux acteurs privés qui arrivent dans le domaine de la sélection animale. Et ça a conduit à l'apparition d'une certaine forme de privatisation des informations sur les races, sur les animaux, sur les ressources génétiques animales, et donc à une privatisation de certains communs, notamment parce que dans le régime d'avant, les informations étaient remontées dans un système national que l'INRA et l'Institut de l'élevage géraient, alors que là, avec la génomique, des entreprises ou des coopératives, des entreprises privées pouvaient développer leurs propres informations génétiques et vendre les ressources génétiques associées à ces informations de manière complètement indépendante du système national partagé par tous. Euh, voilà, et en parallèle, il y a eu, enfin, en parallèle plutôt plus quelques années après, hein, c'est dans le plus récent, en 2018, il y a eu un changement aussi dans la loi qui avait commencé en 2006, mais bref, je passe les détails, qui fait qu'on peut avoir aussi plusieurs, donc les UPRA ont été remplacés par des organismes de sélection, et on peut avoir plusieurs organismes de sélection pour une même race, et donc plusieurs groupes d'éleveurs ou groupes d'acteurs qui vont décider d'objectifs parfois différents pour une même race. Donc là, on voit un peu une espèce de fragilisation du commun. Mais malgré tout, ce qu'on voulait mettre en avant aussi, c'est que il y a quand même une sorte de résilience de ces communs parce que certains, en tout cas, acteurs dans certaines races comme la Montbéliarde ont réussi à s'organiser pour que malgré à la fois ces changements technologiques et ces changements réglementaires, quand même maintenir une structuration collective de l'organisation de la gestion de la race pour maintenir quand même des objectifs communs, quoi. Contrairement à, par exemple, le cas de la Holstein où c'est parti, là, chaque opérateur est parti de son côté, quoi. Voilà, je suis allée un peu. D'accord. À toi, Julie, encore. Oui, pardon. Donc, on voit donc ce double constat. D'un côté, la crise du libre accès dans les ressources génétiques végétales et de l'autre, la fragilisation, mais quand même une certaine résilience des communs autour des ressources génétiques animales. En fait, notre dernière partie, là, elle explore tout comment on peut s'inspirer de ce qui s'est passé, enfin, du cas des ressources génétiques végétales, animales sur les ressources génétiques végétales. Euh, donc, notamment dans le modèle des communs, quoi. Mais c'est une idée qui est quand même relativement difficile à mettre en œuvre parce que ça pose quand même de nombreuses questions. Comment les ressources génétiques végétales peuvent donner naissance à des communs institutionnalisés et en fait, est-ce qu'il existe des systèmes de gestion des ressources génétiques végétales qui s'apparentent à des communs? Et donc, ça a indiqué, enfin, ça nous a amené à regarder, à entrer dans la diversité, la complexité des pratiques paysannes
pour gérer les variétés qu'ils cultivent, pour voir, voilà, au niveau local, dans certains cas, comment s'institutionnalisent des communs. Une question, j'ai pas de montre sur mon écran. Il nous reste combien de temps, Dominique? Donc, on a déjà écoulé le Bon, temps. ouais, on est peut-être à moins de quelque chose, mais bon, c'est tellement intéressant qu'on vous laisse encore 2 minutes. 2 minutes, ok. Alors, oui, alors la première question, est-ce que les systèmes traditionnels d'échange de semences constituent des communs? C'est une question à laquelle j'étais obligé de me confronter parce que il y a une littérature qui dit assez rapidement, selon moi, oui. Alors que pour moi, justement, parce que je vous l'ai dit, la plupart du temps, quand on observe les pratiques paysannes, et particulièrement dans les pays du Sud, on constate pas qu'il y a vraiment des règles collectives contraignantes pour conserver, je sais pas, la diversité génétique intravariétale. Les systèmes semenciers traditionnels, ils sont faits avant tout, c'est les 4 points que je vous montre, pour produire des semences, pour garder une variété sélectionnée, pour éventuellement introduire de nouvelles variétés, et puis pour la sécurité alimentaire. C'est ce qu'on trouve classiquement dans la littérature et étudiant ces systèmes d'échange traditionnels de semences, mais jamais d'organisation collective pour conserver la diversité variétale, comme on le voit dans le cas des communs sur les races animales. Et donc, je reviens à ce que je vous disais, c'est vrai que quand on observe les pratiques paysannes, et pour revenir au vocabulaire austromien, clairement, elles ne sont pas les variétés ne sont pas perçues comme un bien rival, donc il n'y a pas besoin de s'embêter à mettre des règles collectives contraignantes, comme dans le cas des communs, ce ne sont pas des communs. Et je vous cite cet article de Batstu et de ses collègues dans le cas de la gestion du maïs dans les vallées de l'Oaxaca au Mexique, qui montre très bien cette affirmation. Et donc l'idée, une fois encore, c'était et si on importait tout ce que les spécialistes des organisations collectives autour des races animales, dans le cas de la gestion des variétés végétales, comme source d'inspiration, comme un peu, non pas modèle, mais source d'inspiration pour voir si c'est applicable aux ressources végétales. Alors, ayant dit cela, eh bien, on sait que il existe partout tout un tas de réseaux militants d'échange de semences qui, contrairement à ce que je viens de dire, sont tout à fait conscients qu'une variété, c'est quelque chose de précieux, que c'est quelque chose de fragile et qu'il faut donc en prendre soin. Donc, à l'opposé de cette thèse, la semence n'est pas perçue et la variété n'est pas perçue comme un bien rival, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un monde militant, et vous voyez ici, j'ai indiqué Cocopelli, mais j'en cite quelques-uns: Arche de Noah en Autriche, Rete Semi Rurali, Open Source Seed Initiative aux États-Unis, le réseau semences paysannes bien sûr en France, Massipag en Indonésie, Sirai pour l'Asie du Sud-Est et Navdanya pour l'Inde avec Vandana Shiva. Donc, et on pourrait multiplier les logos d'associations de paysans ayant pour principal objectif de prendre soin de ce type de ressources et d'en prendre soin collectivement. Alors, je te laisse, Julie, sur Ouais, le ouais, ouais. semence paysanne. Ouais. Donc sur le réseau Semences Paysannes, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est en fait la volonté de préserver la capacité évolutive des plantes à poursuivre leur coévolution entre la nature, enfin au sein de la nature, quoi, et avec les hommes, plutôt que juste une logique de conservation in situ à la ferme, quoi. Et donc là, enfin, tu peux dérouler toute la diapo, je vais aller assez vite. En fait, on voulait mettre l'accent sur le cas du chou de Lorient, par exemple, juste pour montrer un cas où en fait, un groupe de producteurs s'est organisé pour que en fait, chacun peut sélectionner ses semences comme il veut, mais pour éviter de mettre à risque l'identité de cette variété chou de Lorient, ils se sont quand même organisés pour qu'il n'y en ait que quelques-uns d'entre eux qui soient habilités à produire des semences pour le reste, quoi. Après, chacun peut faire ce qu'il veut sur son exploitation. Euh, mais donc, il y a quand même cette organisation collective qu'on voit comme dans le cas des races animales ou voilà, dans un des cas que j'ai étudié aux Pays-Bas, c'est en Neige-tête noire, on voyait que s'il y a des moments, par contre, les éleveurs se mettaient plus d'accord sur des objectifs et se mettaient à sélectionner un peu chacun dans leur côté, ça met en péril la race elle-même et elle peut du coup être menacée, quoi. Donc là, dans le chou de Lorient, ils ont réussi à s'organiser de cette façon-là. Je ne développe pas plus.
Alors, ce qu'on voulait aussi souligner dans le cadre de l'exemple du RSP, c'est que l'ontologie enjeu de l'organisation collective, il est très variable selon le type d'acteur. C'est-à-dire, Julie l'a dit, pour un certain nombre de militants, hein, c'est la capacité évolutive du vivant qu'il faut préserver dans les champs. Donc ça, c'est une ontologie particulière de la ressource génétique. Dans le cas du chou lorient, l'ontologie, c'est clairement la variété qu'il faut conserver. Oui. Et ces acteurs ont centré sur cette variété, ont aussi comment dire, à cœur de rester en règle. Ils commercialisent leurs choux, de rester en règle avec comment dire, les règlements semenciers. C'est ce dernier point sur lequel nous allons conclure. C'est la question de la légalité des communs face à l'ordre public du libre accès. Je le résume comme ça, c'est un peu lourd, mais je pense que sur le fond, c'est assez vrai. En fait, il y a pas mal de ces initiatives de militants, de réseaux associatifs, etc., qui s'improvisent ou se décrètent gardiens de la biodiversité à des échelles différentes. Et la question se pose si leur action est compatible avec ce que j'ai montré précédemment, cet ordre public qui garantit le libre accès aux ressources génétiques. Alors, je dirais que sur ce point, il y a beaucoup d'évolutions positives, et notamment le fait qu'on est en train de sortir du libre accès en droit international. Je mentionne très rapidement la Convention sur la diversité biologique, le protocole de Nagoya, le traité international de la FAO sur les ressources phytogénétiques, qui, toutes à leur manière et différemment, promeuvent une gestion locale et veulent redonner aux communautés rurales, aux communautés paysannes, un rôle clé dans la gestion de la biodiversité cultivée. Et puis, toutes de façon différente et chacune à leur manière, privilégient aussi le fait que les communautés rurales ont des droits sur leur variété locale. C'est le fameux mécanisme d'accès et de partage des avantages, qu'on retrouve maintenant implémenté, pardonnez-moi l'anglicisme, dans les droits nationaux. Mais Alors, il y a beaucoup d'écueils. Donc là, je vais Frédéric, pas. on finit par ça, peut-être, voilà, parce Oui. que là, il est 30 et en fait, on est en train de manger vraiment dans la discussion, ça serait D'accord. trop dommage. D'accord. Donc, Donc, voilà. je décris pas les écueils, on y reviendra. Oui. Et je finis par ce passage d'un modèle centralisé à un modèle plus polycentrique multi-acteur.